que les parents attendent de nous. Monsieur Martinet, vous vouliez... Merci, Monsieur le Président. Une dernière relance. Je ne veux pas monopoliser les travaux de la Commission. Madame la Ministre, je dois insister sur un autre désaccord que j'ai cette fois, la façon dont vous évoquez les professionnels de la petite enfance. Dire que les professionnels de la petite enfance ont le choix et les présenter comme des acteurs qui, du coup, pourraient aller d'une crèche à l'autre et espérer des salaires élevés, des conditions de travail qui soient favorables, là aussi, ce n'est absolument pas la réalité. Parce que les salaires sont bas partout, parce que les conditions de travail sont difficiles partout, parce que les professionnels, elles sont en souffrance, beaucoup dans le privé lucratif, ce sont de nombreuses remontées de terrain, mais dans l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance, elles sont finalement dans le même positionnement que les parents, c'est-à-dire qu'elles sont coincées et qu'elles subissent ce système. Et quand vous essayez depuis tout à l'heure, j'ai bien compris, vous essayez de faire croire que l'opposition que nous avons avec le principe du privé lucratif dans la petite enfance serait une remise en cause des professionnels qui travaillent dans ces crèches privées lucratives. Mais Madame la Ministre, moi j'ai passé mon temps, depuis que je suis parlementaire, à échanger avec ces professionnels de la petite enfance qui travaillent dans le privé lucratif. Et vous savez quoi, même depuis le début des travaux de cette commission d'enquête, ces professionnels, elles me disent « Merci, monsieur le député, merci pour ce que vous faites », parce qu'effectivement, nous, professionnels dans ces groupes, notre préoccupation centrale, ce sont les enfants. On essaye, quel que soit l'environnement, quelle que soit la pression financière, quelles que soient les consignes pour faire des économies ici et là, nous les professionnels dans ces crèches privées, on essaye de tout faire pour protéger les enfants, mais parfois la pression est trop forte, on n'a pas les moyens et il y a des problèmes. Donc n'essayez pas de faire croire que les lanceurs d'alerte que nous sommes sur le fonctionnement de ces grands groupes privés lucratifs, c'est une remise en cause des professionnels. Au contraire, nous sommes de leur côté. Donc moi je finirai juste en disant une chose, puisqu'on parle des professionnels. Vous évoquez depuis tout à l'heure les 200 millions qui ont été mis sur la table, mais que tout le monde comprenne de quoi nous parlons. Nous parlons d'une augmentation de salaire de 100 à 150 euros par mois, qui est facultative, c'est-à-dire qu'il faudrait que les groupes privés revoient leur convention collective, ce qui n'est pas fait, et il faudrait que les collectivités territoriales votent une délibération, ce qui n'est pas fait dans toutes les collectivités. Pourquoi ? Parce que cette augmentation de salaire de 100 ou 150 euros par mois, elle n'est prise en charge qu'à 2/3 par la CAF. Donc en fait, là, à répéter depuis tout à l'heure, il y a 200 millions d'euros sur la table. Vous le savez très bien, ces 200 millions d'euros, non seulement aujourd'hui, ils ne sont absolument pas engagés, non seulement aujourd'hui, cette augmentation de 100 ou 150 euros, elle ne concerne pas du tout toutes les professionnels, mais il y a un vrai doute, et on a pu le constater dans les travaux de cette commission d'enquête, c'est qu'un doute sur le fait que cette augmentation de salaire, il est tout à fait possible que ni l'année prochaine, ni celle d'après, ni encore celle d'après, elle concerne toutes les professionnels. Il y a un vrai risque que ça s'arrête en chemin. Et sans parler du fait que, 100 ou 150 euros en plus par mois, évidemment, c'est important pour ces professionnels qui ont un très petit salaire et tout ce qui est à prendre est positif. Mais enfin, franchement, 100 ou 150 euros par mois pour des professionnels qui sont au SMIC et qui ont un métier aussi difficile, excusez-nous, vous n'allez pas nous faire croire qu'avec ça, vous répondez au sujet d'attractivité du métier et qu'avec ça, vous leur permettez d'être vraiment rémunérés à la hauteur de ce qu'elles apportent à la société. Madame la Ministre, sur la question de la revalorisation. 200 millions d'euros, permettez-moi de penser que, c'est inédit. D'ailleurs, c'est le cas. C'est le cas. Démontrez-moi quel autre gouvernement a mis autant sur la table en termes de revalorisation. C'est simple, aucun, puisque personne ne l'avait fait. Puisque tout simplement, l'État n'est pas employeur lui-même. L'État n'est pas employeur lui-même. Donc, un professionnel de la petite enfance, monsieur le député. Donc, ça veut dire que l'État permet des revalorisations. Et oui, excusez-moi d'avoir conditionné ces revalorisations, parce que là, vous dites l'inverse du discours pourtant que vous portez depuis le début. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'appuie sur un bouton et que je dise à tous les professionnels, mais donc ça veut dire quels que soient les modèles économiques, quelles que soient les conventions collectives, quelles que soient les conditions de travail, tout le monde y a droit. C'est de l'argent public pour tout le monde. Mais excusez-moi d'avoir fait mon travail en tant que ministre et d'avoir dit en effet que je conditionnais ces revalorisations, c'est-à-dire cet argent public, au fait que, oui, il y ait de la bientraitance pour l'ensemble des professionnels, que les organisations de travail puissent être revues, qu'il y ait des journées collectives, qu'il y ait des temps de formation et que tous les professionnels soient sous convention collective en s'alignant vers le mieux-disant. Si maintenant vous préférez qu'on s'aligne sur le moins-disant et que donc on ne permette jamais la revalorisation des professionnels, qu'on ne permette jamais la revalorisation des conditions de travail des professionnels, ah oui, on aurait pu prendre votre solution. On aurait pu prendre votre solution, on aurait pu décaisser au 1er janvier 200 millions d'euros en disant peu importe les conventions collectives, peu importe qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, peu importe les conditions de travail.
mais vous permettez jamais, en fait, dans ces cas-là, de revaloriser les conditions de travail. Donc oui, j'assume pleinement d'avoir conditionné ce qui est de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent des Français, du contribuable français, pour garantir que ça aille à ceux qui auront fait cet effort. Et comme, encore une fois, il y a un enjeu majeur d'attractivité des métiers, expliquez-moi quel est l'intérêt aujourd'hui des employeurs, quel que soit leur modèle économique, d'avoir les moins bonnes conditions de travail. Parce que oui, monsieur le député, je veux bien que vous fassiez soi-disant lanceur d'alerte. En vérité, le lanceur d'alerte s'appelle l'IGAS, qui a fait un rapport qui est rendu public, qui a auditionné des milliers de personnes, à mon avis plus que ce que vous avez pu auditionner, dans un rapport rendu public, inattaqué et inattaquable. Et il y a même des journalistes qui se sont intéressés, en effet, suite au rapport de l'IGAS, à ce sujet. Donc vous n'êtes pas le premier à avoir découvert le sujet, monsieur le député. Et encore une fois, il y a des choses documentées qui sont sorties bien avant vous. Vous y avez vu une opportunité politique, soit. Vous y avez vu la capacité de présenter une option idéologique. Moi, j'attends que vous disiez donc concrètement à tous les professionnels de la petite enfance et à tous les parents qui aujourd'hui mettent leurs enfants dans les crèches privées, qu'aucun d'entre eux ne devrait le faire et que dès la rentrée prochaine, si vous étiez au pouvoir, vous feriez fermer l'ensemble des crèches privées et que vous interdiriez la moindre création d'une nouvelle crèche privée ou d'une micro-crèche. Désolée de l'avoir pensé en tant que ministre de la solidarité des familles, de le penser aussi aujourd'hui en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, que cette solution n'est pas une bonne solution, ni pour les professionnels de la petite enfance, ni pour les parents, ni pour nos enfants. Et que les bonnes solutions, c'est de renforcer l'attractivité des métiers, de revaloriser ces métiers, de revoir les conditions d'organisation, y compris du temps de travail dans ces métiers, raison pour laquelle, je l'avais dit, je crois beaucoup à la capacité de la semaine de 4 jours, par exemple, parce que ce serait un levier sans doute de recréer des dynamiques, de recréer de l'attractivité dans des métiers qui, par principe, elles resteront toujours des métiers qui sont difficiles et toujours pénibles parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les métiers feront que vous continuerez à porter des enfants, que vous continuerez à changer des enfants, que vous continuerez à avoir du bruit, que vous continuerez à avoir des contraintes. Et donc, ça permet, encore une fois, de renforcer l'attractivité et de renforcer les outils de contrôle et les outils de sanction. C'était exactement ce que nous avons fait. C'est ça qui doit porter ses fruits pour garantir que les professionnels aient envie de rester dans ces métiers et aient envie surtout peut-être de s'engager plus dans ces métiers. Le discours que vous tenez est un discours qui va inquiéter, vous le savez, volontairement, délibérément les parents et qui ne rassurera pas les professionnels et qui ne permettra pas de revaloriser un secteur qui est absolument déterminant et essentiel pour nos enfants et en général pour la vie sociale et économique de notre pays.